Merci de m'avoir rejoint pour cette session Contes et légendes autour de l'entreprise temps réel. L'idée de ce talk, c'est que je vais avancer quelques opinions autour d'un shift, d'un tournant technologique qui a lieu en ce moment et dont on est tous un petit peu témoins. Je parle d'opinion, ce ne sera pas nécessairement objectif. Mon but, après cette presse, c'est tout simplement de, dans un premier temps, essayer de vous convaincre, si c'est nécessaire, que ce tournant il existe. Essayer de décoder des petites opinions, des petits avis techniques qui sont en train d'émerger en ce moment. Et d'aller justifier l'intérêt, les travaux de nos data engineers autour de ces sujets. Cette session, c'est également ma 3e intervention consécutive à la XebiCon. Je vous remercie. Et en 3 ans, on a fait énormément de choses. Je débarque ici en tant que développeur Scala, je fais du data engineering, et donc du coup, j'interviens sur les plateformes big data de quelques-uns de nos clients. C'est mon boulot, c'est ce que je fais. Je réalise des transformations de données sur des datasets qui évoluent de manière journalière. À côté de ça, vous pouvez imaginer toutes les choses à laquelle on a accès à Xebia France. Je fais partie par exemple de l'équipe de Xebia Training. Je donne des formations qui sont créées à l'extérieur de Xebia comme au sein de Xebia, créées par mes collègues. Et à ça, il faut rajouter tous les exercices de contribution qui me permettent de redonner du temps et de l'énergie dans les communautés. Un exemple typique, c'est les conférences. On a eu l'occasion de faire pas mal de conférences avec Xebia France et également même de créer une de nos conférences, le Data X Day. Et c'est au travers de toutes ces activités que moi, je suis là et je suis témoin. Je suis témoin d'un shift, je suis témoin d'un changement au cœur de mon métier. C'est fou de se dire qu'en seulement 3 ans, les questions les plus brûlantes, en fait, qui étaient là quand j'ai démarré, ne sont plus les mêmes. Et pour reparcourir tout ça et pour essayer de vous attirer sur ces points et vous montrer que ça vous concerne, ça vous intéresse, je vais essayer de réunir quelques petites histoires qui sont éparses, qu'on entend un petit peu partout, au-dessus d'un même exemple. Donc maintenant, il va falloir qu'on choisisse un exemple. Je vais prendre une société. On va tous ensemble dire qu'on bosse dans une même société et on va aborder la question de la data en temps réel. Donc maintenant, je vais vous demander dans vos têtes de penser à un business qui est très numérique, très IT, très technique. Vous l'avez. Maintenant, je vais vous demander de l'oublier, parce que dans tous les cas, moi, ce que je veux, c'est vendre des fleurs. À partir de maintenant, je suis fleuriste, et pour le reste de la session, je suis fleuriste. Et s'il y en a qui pensent que ce n'est pas assez numérique, je vous corrige tout de suite. Tous mes magasins sont informatisés. Chaque vente qui se fait, forcément, tombe dans un système d'information. Tous mes contacts, tous mes stocks, les entrées-sorties, eh bien, sont logués. Donc, on retourne dans ce SI qui me permet d'avoir une image complète. Toutes mes relations avec mes partenaires, qui me fournissent des pots à mon effigie et avec le logo de ma marque, sont retracées. Tout ça, ça tombe dans un système d'information qui me permet d'avoir une image globale de mon activité. C'est super. Et c'est dans cet exercice-là que moi, je me suis laissé convaincre. Je me suis laissé convaincre que, il faudrait que j'aie la donnée de plus en plus rapidement, avec un accès toujours plus fluide et toujours plus rapide. Ça, c'est pas forcément compliqué à concevoir. On peut se l'admettre. Avoir une vision de ces données plus rapidement, tout le monde, a priori, veut des applications qui sont plus rapides. C'est pas un souci. Mais en plus de ça, on va me vendre de nouvelles fonctionnalités. On va me vendre de nouveaux usages. On va me vendre des choses comme de l'alerting. Pouvoir avoir une vision continue de mes stocks, plutôt que ces images à J-1, J-2 que j'avais. Avoir toutes les entrées-sorties de mes différentes plantes en tout genre. Et pouvoir me dire que je vais avoir des alertes du style en dessous ou au-dessus d'un certain seuil. Pouvoir déclencher des actions. Mettre tout le monde au boulot par rapport à l'état de mes stocks. Ou bien on peut penser à du marketing. Demain, que je puisse actionner une population de clients, leur dire il ne reste plus que tant de produits près du magasin qui se trouve chez vous. C'est top. Et donc du coup, je me lance, c'est notre prétexte, on a notre entreprise, et dès que je vais commencer à essayer d'aborder ces notions de temps réel, je vais me heurter au shift technologique dont je vous parlais. Ce tournant, cette tendance qui est en train d'émerger. Puisque c'est directement la matérialisation en fait, du temps réel. Dès que je vais parler de temps réel, on va m'avancer au sein de mes équipes IT des notions d'application event stream. Et c'est de ce shift-là dont je veux parler. C'est sur ce shift-là que je veux insister. Qu'est-ce que c'est que ces applications event stream? Ce sont des applications qui vont consommer des flux continus, de manière continue, des flux
dont les éléments principaux seront des événements. La plus petite unité seront des événements, et c'est la compréhension de ces événements qui est intéressante. Qu'est-ce que c'est ces événements? Ces événements, c'est tout simplement quelqu'un qui commande ou achète en magasin un bouquet, une plante, ou qui vient donner, ou qui vient reprendre quelques pousses. Très bien. Les propriétés de cet événement, souvent matérialisé par un message, c'est les suivantes. L'événement, il est context bounded, ce qui signifie tout simplement qu'il a une date. Il porte une date dessus, il est arrivé à un instant donné. Il est contextuel. Il y a une seule action, et surtout, il ne peut pas être modifié. Derrière cet événement, je veux qu'il se déverse dans tout un tas d'applications qui sont déjà existantes dans mon SI, parce que je veux que ces événements s'y déversent directement, parce que si je veux parler de temps réel et avoir toutes ces fonctionnalités dont je parlais, il va falloir que je réduise les intermédiaires. Et donc, du coup, je vais commencer à travailler sur l'idée des applications qui vont traiter ces événements, ces applications qui sont capables de comprendre la nature de ces événements et de continuellement en tirer. L'idée qui est bien, c'est qu'avec ces événements, lorsque j'en ai tout un tas, j'ai ce qu'on appelle un flux d'événements. Jusque-là, ça va. Et une des propriétés phares, c'est qu'en agrégeant ces flux, je peux me reconstituer un état. À partir de l'ensemble des ventes de bouquets qui transitent, je peux avoir les ventes de la journée, de l'heure, ou même de périodes plus courtes. Et là, on revient à ce qu'on connaît. C'est notre état, c'est notre base de données. Ce sont nos fichiers d'export, c'est là où se trouvent nos données. Et donc, il y a un va-et-vient entre cette notion d'événement qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de traiter et les bases de données avec lesquelles on est familier. Donc jusque-là, ça va, je comprends les notions et je commence à les appréhender. Il va me juste falloir les applications qui vont traiter ces événements. En petit plus, ce qu'on me raconte, c'est que les événements, il y en a partout dans mon entreprise. Il y en a énormément, avec une volumétrie assez impressionnante que je sous-estime. Et là, ça fait tilt dans ma tête, a priori. S'il y en a énormément, moi, ça me fait penser à quelque chose. Récemment, j'ai investi, comme beaucoup de mes voisins et concurrents, dans des plateformes qui sont capables de traiter une volumétrie conséquente. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancien buzzword. Si je vous dis que temps réel, c'est la tendance prochaine, la précédente, c'est Big Data. Et donc, du coup, si on fait un rappel de l'épisode précédent, moi, j'ai déjà investi dans des compétences, dans des gens, dans des technologies, dans de l'infrastructure, pour être en mesure de traiter des données à forte volumétrie. Ça, c'est déjà fait. Est-ce que je vais pouvoir les réutiliser? Qu'est-ce qui m'a emmené jusque-là? Si on refait le parcours, si on retraverse le data lake à la nage, dans l'autre sens cette fois. Le premier truc, c'est ces acteurs du web qui disent qu'il y aura toujours plus de données et que du coup, on ne va pas pouvoir aligner en face du matériel toujours plus efficace. Et on a des papiers théoriques de Google File System qui sortent, qui nous disent qu'il faut traiter la donnée autrement. Alternative open source chez Yahoo et création de Apache Hadoop, qui sera un produit phare qui va porter cette tendance, qui va porter cette tendance Big Data et qui va attirer autour de lui tout un tas d'autres produits qui vont m'aider à traiter des données de forte volumétrie. Jusque-là, tout va bien, sauf que justement, on a une myriade d'outils, on a des stacks, on ne parle plus de produits Hadoop, on parle de stack Hadoop. Et donc, du coup, on a des sociétés qui se dressent et qui nous packagent tout ça pour que ce soit accessible à nous en entreprise. À partir de là, on est propulsé, on a accès à ces produits et je vais commencer à les mettre en place dans mon entreprise pour avoir un data lake plein de ventes de bouquets et de plantes en tout genre. Aujourd'hui, les deux acteurs que j'ai présentés ici, ils se sont réunis sous la bannière Cloudera d'ailleurs. Ils n'existent plus en tant que tels comme on les connaissait à cette époque. Ils sont réunis sous la bannière Cloudera pour faire face à la menace du cloud. Puisque dès 2016, en fait, on a en quelques clics, as a service, tous les produits dont je parlais avant, de manière éphémère. Donc à partir de là, j'ai plus le choix sur le fait, j'ai plus d'excuses sur le fait de ne pas pouvoir améliorer ma capacité de prise de décision. A priori, je sais avoir du recul sur mes données, j'ai colocalisé tout un tas de données dans différents formats, voire des données externes. Je peux, a priori réagir. Je peux prendre des décisions. Maintenant, je me repose dans mon cas d'événement et j'ai cet utilisateur unique qui passe une commande, qui est un événement singulier. Toute la logique que je vous racontais tout à l'heure et toutes les stacks, toutes les technologies dont j'ai parlé sont complètement plus valables. Toutes ces technos, elles traitent des données à forte volumétrie, mais elles traitent des batchs, donc je vais avoir besoin de traiter de gros volumes d'un coup, par lot.
C'est comme si, eh bien, dans toute cette recherche d'amélioration de prise de décision, j'avais oublié la notion de réactivité. Si j'ai colocalisé toutes ces données et que j'ai appris dessus, c'est pour bien pouvoir réagir lorsque j'ai un utilisateur qui se pointe a priori et qui vient pour consommer, pour avoir à consommer un service. Et donc du coup, c'est là que, eh bien, on commence à aborder les petites histoires qu'on va me raconter et que je vais essayer de mimer, de mettre en place dans mon entreprise, dans mon business de fleuriste. La première, pour répondre à ce problème de l'événement singulier qui vient, au cœur de quantité de données conséquentes, c'est ce qu'on va appeler la lambda architecture. Un nom un petit peu atroce que je vais essayer de démystifier. L'idée est simple, c'est que je vais, eh bien, alors que j'avais déjà un panel de technologies conséquent, je vais rajouter, encore quelques technos. On me dit de répondre aux problèmes technologiques par plus de technos, et je vais m'ajouter un petit axe. Alors que tous mes systèmes legacy en magasin qui m'envoyaient un fichier par jour m'envoient des lots et sur lesquels j'applique des transformations. J'ai des applis plus light, des web apps, des applications mobiles qui, elles, m'envoient des événements, sont capables de m'envoyer des événements. Le concept de cette lambda architecture, c'est d'appliquer les mêmes transformations ici et là, dans le sens où c'est la même nature de données. C'est juste leur quantité qui diffère. Et donc, du coup, ce qu'on me propose, c'est qu'en plus de mes stacks Big Data, rajouter des technos qui, elles, sont event stream, qui comprennent des flux de données continus et qui tournent en continu. Donc, on me pointe du doigt les technos qui existent et je vais pouvoir mettre en place ce double traitement qui fait la même chose autant sur du batch que sur des stream processing. À terme, j'ai la possibilité de requêter pour tout ce qui était analytics, il ne faut pas que je perde ce que j'avais, et je vais avoir des requêtes qui prennent en compte autant les derniers événements de mes apps que de mon historique. Et dit comme ça paraît complet. Et je le présente comme si ça répondait entièrement à la question. Peut-être y avoir des petits soucis avec cette approche. Dans les faits, même si ça a très bien marché et qu'il y en a qui en sont très contents, notamment sur tout ce qui va être recommandation de contenu et d'articles, il y a un double run, un double exercice qui se pose dans le fait d'appliquer ces traitements sur deux axes, ce qu'on appelle stream layer et batch layer. Et donc du coup, une double complexité. Lorsque je vais vouloir débugger des problèmes de qualité de mes données, je vais avoir ces deux axes à remonter. Je vais avoir deux quantités de code à fiabiliser. Pour toutes ces raisons, la lambda architecture, c'est quelque chose qui est en train de perdre de la vitesse, et lorsque je l'aurai installé chez moi, j'en serai potentiellement un petit peu déçu. Mais donc du coup, les mêmes techniciens, eux, viennent m'en parler, après quelques temps, et m'apportent une nouvelle notion. L'idée, c'est simple, c'est que j'avais deux axes, j'avais deux layers, ici et là. Et ce qu'elle me propose maintenant, c'est d'oublier complètement le layer batch. Finalement, si ma donnée avait la même nature que les événements qui m'étaient envoyés, pourquoi ne pas tout considérer comme des événements? On va se mettre sur ceux qui savent et ceux qui ont affronté les problèmes de la lambda architecture avant moi, et je vais aborder des notions d'une nouvelle plateforme, d'un nouveau produit, la Stream Data Platform. Donc, alternative numéro 2 à cette histoire de lambda architecture. L'idée de la Stream Data Platform, c'est de se poser la question suivante. Les événements que j'ai décrits, est-ce que j'ai un bon endroit pour les stocker? Est-ce qu'il y a une place? De la même manière que les tables ont les bases de données et que les message queues ont des messages, est-ce qu'il y a un endroit où je place ces événements immutables avec toutes les propriétés dont j'ai parlé, sur lesquelles je vais faire du reprocessing et avoir des stateful opérations des opérations complexes de manière continue? L'idée, c'est qu'on constate un spot libre, une place pour un logiciel supplémentaire qui est cette Stream Data Platform et qui vient avec certaines propriétés, qui respectent les événements dont j'ai parlé. Donc, première chose, c'est que je vais être multi-consommateur. Je disais, les événements sont immutables, donc ils sont persistants, ils doivent être stockés, contrairement aux message queues qui sont éphémères. L'objectif, ça va être d'avoir quelque chose qui centralise les flux. Et donc, du coup, qui est capable de passer à l'échelle, parce que je vais y mettre le plus de flux possible pour démocratiser cet accès à la donnée de manière continue. Donc, en plus, j'ai un service qui doit pouvoir passer à l'échelle. Derrière, notion en plus, c'est la notion de connecteur. Je vous présente un nouvel outil aujourd'hui, et je suis sûr qu'on vous a présenté des tas avant ça. Les bases de données, les message queues et les autres data stores que vous avez en entreprise ne disparaîtront pas. Cette Stream Data Platform, qui a vocation à faciliter les échanges,
elle doit s'intégrer du coup avec tous les produits qui sont déjà en place. Pour vous, vous facilitez l'accès et vous facilitez leur alimentation. Et donc, du coup, il y a toute une logique de connecteurs qui vont vous permettre d'aller de cette Stream Data Platform à vos applications et vos systèmes. En plus de ça, du coup, on va rajouter tout ce qui va être les petits goodies, les petites choses en plus, comme l'analyse real-time, le fait de pouvoir interroger mes informations de manière continue. J'en parle comme ça, et il y en a qui doivent mettre un mot derrière la Stream Data Platform déjà. Il y en a une qui est présente dans tous les esprits, puisqu'elle s'est clairement imposée en entreprise, c'est Apache Kafka. Et on a la reprise, l'implémentation des petits concepts que je disais. La notion d'immutabilité, parce que j'ai des events qui ne bougent pas. Cet aspect distribué, et donc nécessairement tolérant aux pannes, et la possibilité à la fois de batcher, envoyer ces données historiques dans Kafka, mais également d'avoir des flux continus. Et donc du coup, avec une logique de fil de messages distribués, donc chaque élément sera numéroté, je vais pouvoir avoir cette Stream Data Platform qui me permet de consommer des flux de manière continue. Et là, je vais consommer à la fois les batchs qui pourront très bien être uploadés dans cette plateforme que les événements singuliers. En plus de ça, en plus de s'être bien imposé en entreprise, Apache Kafka a une superbe communauté. C'est l'un des projets open source les plus dynamiques et a tout un tas de fans prêts à partager le message de tout ce qui va être event stream à l'extérieur. Et à partir de là, je pourrais vous commencer à faire la pub et à vous dire toutes les raisons pour lesquelles vous devez absolument avoir une Stream Data Platform. Et je pense que ces messages ont déjà été livrés, en fait. Donc à la place, si on veut faire avancer les choses, on pourrait peut-être parler plutôt des histoires, des points de douleur, des histoires qui font peur. C'est quoi les spectres qui hantent la nuit ceux qui se sont déjà lancés dans la mise en place de ces Stream Data Platform? Je vais essayer de décrypter tout un tas de termes, comme Delivery Semantics. L'idée qu'un seul événement puisse être en double, vous être livré plusieurs fois. Je le disais, on veut accumuler le plus de flux que possible. Et donc du coup, pour ça, parce que mon business de fleuriste, il est florissant, tout ça pour ça, je vais grossir. Et donc du coup, je vais avoir un système distribué qui doit passer à l'échelle. Qui dit passage à l'échelle dit tolérance à la partition. Et donc, du coup, potentiellement, je peux avoir des échecs, je peux avoir des failures, je peux avoir des serveurs qui plantent. La Stream Data Platform prend en compte ces notions. Et donc, du coup, vous avez des mécanismes de retry. Lorsqu'un client qui émet tout simplement une commande de fleurs, une commande de bouquet, si sa commande est écrite mais que je n'ai pas de confirmation, de manière intégrée, ces outils vont avoir des retries automatiques. Et donc, du coup, je vais retry cette commande jusqu'à ce que j'ai la garantie qu'elle soit écrite. La première fois, ça a pu totalement marcher, en fait. Je n'ai juste pas eu de feedback. Et donc, on aborde cette notion de « at least once ». Vos commandes de bouquets seront écrites une fois, mais peut-être plus. Et ça peut être déroutant lorsqu'on commence à mettre en place ces produits. Il faut l'avoir bien en tête, et il y a des maîtres mots pour gérer ça. Ça va être tout ce qui va être idempotence. Commencez à faire tourner autour de la Stream Data Platform des applications qui, elles, peuvent recevoir différents événements. Ce qui vous évitera, a posteriori, d'être à la chasse aux doublons dans des bases de données statiques. Pour la suite, la data lossophobie, la peur de perdre ses données. Ce n'est pas un concept qui est propre à la Stream Data Platform ou au temps réel. L'idée, c'est que dès qu'on a un système de stockage, on a besoin d'avoir un backup, d'avoir des réserves, d'être sûr qu'on ne perde rien. Et là, la question est encore un petit peu plus intense puisque la donnée, elle est beaucoup plus granulaire. On va plus se poser la question de si on a perdu un fichier de 14 Tera, en fait. On va se poser la question de est-ce qu'on n'a pas perdu un message singulier. Et là, ça va être encore plus effrayant parce que c'est plus dur à détecter. Typiquement, qu'est-ce qui peut se passer? C'est la perte d'un serveur. Et donc, en réponse à ça, je prends des exemples qui sont très liés à Apache Kafka, mais ça se décline sur d'autres Stream Data Platform. En parallèle de ça, eh bien, les autres nœuds de votre cluster vont jouer le même rôle que vos applications consommatrices, c'est-à-dire qu'elles vont tirer au même titre, je simplifie un peu, mais elles vont consommer au même titre que vos applications consommatrices les messages pour pouvoir les répliquer. Vous avez un levier sur cette notion de réplication, donc du coup il faut toujours être sûr qu'on l'ait en place. Et
En parallèle de ça, parce que ça ne suffirait pas, vous avez la notion d'acquittement. Vous n'avez pas seulement une réponse du nœud sur lequel vous écrivez, mais vous avez l'ensemble des réplicassettes qui vont répondre à vos applications productrices demain, vos applications en magasin, les applications qui publient les commandes de bouquets, en leur disant, eh bien, la donnée non seulement est écrite, elle est insérée, la même chose que vous aviez sur les bases de données, mais elle a aussi été répliquée. Et si elle n'a pas été répliquée, eh bien, vous échouerez. Ce qui vous évitera de vous mettre à la recherche de données manquantes a posteriori. Alors la suite, mon préféré, tout ce qui va être évolution de schéma et compatibilité. Dans les bases de données, j'avais des schémas SQL. Et à chaque fois que je faisais une montée de version de mon application, eh bien, je pouvais changer ce schéma. Et tous ceux qui consommaient mes données, eh bien, je les avertissais par mail ou par voie postale. J'envoyais un coursier leur dire que le schéma a changé, pensez à mettre à jour vos applications. Maintenant, dans cette notion si on revient à notre histoire d'événement, il est où le schéma de mon événement? Il est où l'API descriptif, la documentation du flux qui transite? L'idée, c'est que les messages vont avoir des schémas, ils vont avoir des structures qui permettent de les comprendre. Sauf que, à très faible latence, ces schémas, je ne vais pas vouloir nécessairement les porter sur les messages eux-mêmes. Ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir un service externe, je vais externaliser cette gestion de schéma, et par flux, ou par version de mon flux, je vais déclarer une structure, déclarer un schéma, déclarer des types, parfois même y mettre de la documentation, mais j'aurai une spécification de mes flux dans un service externe que chaque application viendra, auprès de chaque application viendra se renseigner pour avoir le flux, pour avoir une description de son flux. L'idée derrière, c'est d'éviter d'avoir des personnes qui se posent la question de si on a des tulipes ou des roses dans un flux en particulier. Et d'avoir toujours bien documenté l'ensemble des flux pour toutes les applis. Et la dernière, celle qui me plaît le moins, parce qu'on a beaucoup moins de réponses, c'est tout ce qui va être immutabilité. Et le besoin d'avoir une gestion de la suppression et de ce qu'on garde comme données. C'est un point embêtant par rapport à la propriété que je disais d'immutabilité. Je ne peux pas changer ces données, je ne vais pas non plus m'amuser à aller les effacer. Et donc du coup, il y a tout plein de questions qui se posent en ce moment, qui sont en train d'émerger sur OK, mais mon utilisateur qui m'a émis des événements, aujourd'hui, il veut que je supprime sa donnée, mais elles sont dans un bus d'événements. Alors, c'est un exercice qui est assez compliqué, mais il y a quand même des axes sur lesquels on peut jouer. Tout simplement, je parlais du bus de messages. Certes, il est persistant, mais au bout d'un certain temps, je vais avoir une rotation. Je vais avoir la possibilité de soit compacter ou de supprimer l'ensemble de mes données. Cette compaction que je vais pouvoir avoir, je vais pouvoir la faire par clé. Je vais associer une clé à chacun de mes messages. Et pour toute une partie de mes clés, ce que je vais pouvoir faire, c'est supprimer certaines clés uniquement. Donc en jouant sur ça, en jouant sur la fréquence à laquelle je compacte mes données et les différentes manières de compacter ces données, je peux choisir de tout supprimer ou de garder les dernières valeurs. Je vais pouvoir jouer et commencer à respecter les règles d'immutabilité, les règles de compliance que je me suis imposées. Ok, on a fait deux alternatives et les histoires qui font peur. Il y a énormément d'autres petites histoires qu'on pourrait raconter. Donc je vais faire un grand saut et je vais avancer sur une histoire un petit peu plus avancée pour qu'on puisse terminer le talk. Je vais devoir merger, je pense, avec la conclusion. Du coup, je parlais d'entreprise temps réel. Et en ce moment, ce dont on vous parle, c'est plutôt d'entreprise digitale. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un lien? Moi, je pense qu'il y en a un, et il est dans la manière dont les applications interagissent entre elles. Je vais prendre un exemple simple, un parcours, tout simplement une commande de bouquet, encore une fois. Mon exemple phare, où j'ai quelqu'un qui commande un bouquet un petit peu exotique. Il est un peu particulier et je ne peux pas répondre à cette commande tout de suite. Et donc, du coup, je déclenche un process. Je déclenche un procédé où l'action de commande, elle est stockée quelque part en base de données. Et j'ai quelqu'un qui va pouvoir
analyser ces demandes spécifiques, ces demandes un peu singulières, et commencer à demander quels sont les jardins, quels sont les providers, quelles sont les personnes au sein de l'entreprise qui vont pouvoir y répondre. A posteriori, une fois que j'ai tous ces éléments, à quel point la demande est spécifique, à quel point eh bien, j'ai ça en magasin, je vais pouvoir prioriser la commande et potentiellement donner un délai sur la livraison. Et là, avec ces box que j'ai alignées, je reprends un petit peu la manière dont je vous ai présenté ma société. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit j'ai de l'informatique à droite à gauche, tel sujet est numérisé, tel sujet a une base de données. C'est un peu l'idée qui va me gêner ici, c'est qu'on va avoir une image de transformation numérique qui consiste à transformer chaque métier de manière singulière, une à une, c'est-à-dire que la compta va avoir son informatique, le marketing va avoir son informatique, et effectivement, si on part sur cet axe-là, bah, tout est numérique. Et donc du coup, ouais, je suis transformé numériquement. Maintenant, sur ce schéma, si à chaque fois, il faut que j'attende que quelqu'un intervienne et que j'ai un délai sur la chaîne entière, le résultat final, l'expérience, elle n'est pas forcément plus numérique que si j'avais passé la commande de main en main. Dans les faits, ce que vous voyez en entreprise et ce que vous recherchez au jour le jour, c'est plutôt un schéma suivant, un schéma avec des applications qui interagissent entre elles, où on va supprimer l'utilisateur parce qu'il n'est pas nécessaire dans mes exemples en fait. À partir du moment où j'ai fait une commande, que la commande répond à des critères spécifiques et que j'ai les informations sur l'ensemble de mes parcs, de mes stocks et de mes différents jardins, je dois pouvoir a priori avoir toutes les informations pour remonter la priorité. Et donc du coup, c'est ça qu'on va aller chercher. On va aller chercher des applications qui n'ont plus besoin d'huile de coude pour tourner. Je n'ai plus besoin de mettre un coup de pied dans l'application. A priori, les applications ne dorment jamais, elles peuvent tourner non-stop. Et surtout, elles interagissent entre elles. Maintenant que j'ai retiré les bases de données et que j'ai retiré les utilisateurs capables de manipuler les interfaces, c'est comment elles communiquent. Et c'est là que mes applications, le shift dont je vous parlais, les applications qu'on va voir sur le terrain, de plus en plus, ces applications Event Stream, sont capables de répondre à ça, puisqu'elles vont avoir une notion finalement de données qui s'écoulent. Parce que je passe par un exemple comme la Stream Data Platform dont je vous parlais, l'ensemble des applications ici sont capables de bien consommer les flux et non pas à attendre qu'un utilisateur vienne, qu'un utilisateur clique, qu'il déclenche le process. Elles peuvent être non-stop à l'écoute, consommer, pour retranscrire les termes techniques que vous entendrez, consommer ces flux et pouvoir déclencher des actions qui vont bien en face. En somme, si je retire ça et que je reste dans le mode précédent où j'ai tout séparément numérisé, où je vais mettre du logiciel un petit peu partout, mais ça va pas m'aider sur cet axe, ça va pas m'aider sur l'interaction de mes logiciels. Et j'aurai finalement une pâle figure sur la notion de parcours utilisateur complètement numérique. En somme, avoir plus de logiciels, mais ne pas être plus numérique, ça m'aide à juste avoir plus de logiciels à maintenir, en fait, en gros. Et c'est un peu à l'image de la mouvance Big Data. On entend trop souvent dire « j'ai plein de datasets, j'ai plein de données au sein d'un data lake, donc je suis numérique ». J'aurais préféré dire « je suis analytics », finalement. J'ai le pouvoir d'analyser ces données, a posteriori. Mais est-ce que ça rend mes process entiers de bout en bout plus numériques ? En fait, très souvent, il y a un data engineer qui se cache quelque part et qui va chercher ces données. Est-ce que c'est si numérique que ça ? L'idée, c'est que les business numériques vont briller, je pense, par leur interaction ensemble. Et les Stream Data Platform, les applications Event Stream, poussées par les Stream Data Platform, se sont livrés cet objectif. Derrière, l'ensemble des petits goodies que vous pourrez avoir, dont on vous parlera, qu'on essaiera de vous vendre sur l'entreprise temps réel, tout ce qui va être la séparation des silos, l'arrêt du streaming ETL, avoir les données les plus fraîches de manière continue. Vous allez avoir des choses comme le pouvoir de réaction, le pouvoir d'être réactif, et également une fluidité dans la discussion de vos différents logiciels pour créer des expériences entièrement numériques. Voilà. J'ai parcouru peut-être un dixième des choses qu'on pourrait dire sur le sujet.
J'ai abordé le tout sous l'axe données, sur l'axe big data, en partant de la problématique data lake, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous manque dans ce domaine. On a trop souvent mis un biais sur ces notions de données continues, d'application event stream, par rapport à big data, en se disant que big data c'est le centre, big data c'est lui qui colocalise. Big data colocalise, mais big data n'a pas vocation à être le centre. Il faut le voir comme quelque chose, comme une couche basse dans laquelle on déverse des données. À l'opposé, cette Stream Data Platform dont je vous parle, elle s'est fixée comme mission d'être au centre et a parmi ses consommateurs également le Data Lake. J'espère que toutes ces notions et ces petits parcours, ces petites histoires, elles vous éclaireront lorsque vous vous retrouverez face à des histoires similaires. Je vous remercie beaucoup.